Alors, l'hôpital, lieu d'innovation, bonne interrogation. Actuellement, seuls 20% des établissements hospitaliers, le plus souvent des CHU, développent donc des relations avec des entreprises innovantes. Alors, on parle d'inertie notamment ou de lourdeur administrative, mais les choses sont en train de changer et donc nous allons en avoir une illustration, même deux, donc en accueillant nos invités, Enguerrand Abran, donc qui est directeur du Fonds Recherche et Innovation de la Fédération hospitalière de France. Bonjour, on peut vous applaudir effectivement. Et Thomas Leludec, donc, qui est directeur du CHU de Montpellier. Bonjour Monsieur Leludec. Et donc pour animer cet échange, Julie Malor, donc, qui est rédactrice en chef adjointe du service Société du Point. Donc, effectivement, Julie, je vais vous passer la parole pour que nous puissions parler de toutes ces belles innovations et de ces programmes qui se mettent en œuvre tant au niveau de la Fédération hospitalière de France que du CHU de Montpellier. Absolument, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici donc pour aborder cette question qui a l'air tellement évidente et qui ne l'est pas. Donc on a entendu les chiffres. Finalement, les CHU, on imagine que c'est effectivement un centre de recherche, d'innovation, d'enseignement, de prévention, de soins, cette espèce de grosse machine. Ça ne se passe pas comme ça partout, mais ça se passe comme ça un peu à Montpellier, malgré tout. Quelle différence? Moi, j'ai envie de poser une question très basique. La différence entre la recherche et l'innovation. C'est à moi que vous la posez? Je vous la pose, Enguerrand. Alors, merci. Oui, donc déjà, c'est important de définir ce qu'est l'innovation, parce que c'est un peu comme beaucoup d'autres termes à la mode, il n'y a pas forcément de définition claire. Donc déjà, je vais commencer par définir la recherche. Il y a trois types. La recherche, lorsqu'elle est fondamentale, elle produit de la connaissance, donc c'est la production de connaissances. Lorsqu'elle est appliquée, c'est la production d'inventions, donc de choses nouvelles. Et lorsqu'elle est clinique, notamment dans les CHU, c'est la production d'évaluation. Et l'innovation, c'est rien de tout ça. Ça peut s'en servir, mais l'innovation, la définition qu'on en donne, c'est l'apport d'amélioration. Donc une innovation doit apporter une amélioration. Si elle n'apporte pas une amélioration, ce n'en est pas. Qui est très souvent basée sur l'usage. Et on le voit notamment avec les innovations organisationnelles, du dispositif médical ou du numérique. Et puis, bien évidemment, elle doit apporter une nouvelle façon de faire. Donc, c'est une nouvelle façon de faire basée sur les usages qui apporte une amélioration. Et donc, ce n'est pas de la production de connaissances, ce n'est pas une invention. Une invention et une innovation, ce n'est pas la même chose. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est une invention. Mais si vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic dans le cadre de la radiothérapie et donc pour permettre aux radiologues de mieux, en fait, diagnostiquer ce qu'il y a dans les radios, donc les tumeurs et toutes ces choses-là, à ce moment-là, ça devient une invention. Et puis ça, vous allez l'évaluer grâce à la recherche clinique qui, elle, produit de l'évaluation. Très bien. Thomas Leludec, votre point de vue, donc depuis en particulier le CHU de Montpellier. Alors, l'innovation au CHU de Montpellier, elle est très présente. Alors, elle peut venir de l'extérieur du CHU. Les entreprises peuvent nous proposer des innovations qui sont dans des domaines extrêmement variés. Ça peut être dans le numérique, ça peut être dans le dispositif médical, ça peut être dans le médicament. Et ça peut être rien de tout ça. C'est-à-dire que l'innovation, elle peut être aussi sociale et organisationnelle. Et je pense qu'elle le sera de plus en plus. Ce matin, je discutais avec des chercheurs qui sont aussi, pour certains, des gens qui travaillent sur l'innovation, sur l'évolution de la prise en charge des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, ce n'est pas une prise en charge purement hospitalière, elle implique le patient, elle implique des prestataires à domicile. Comment faire en sorte que tout ce monde améliore la prise en charge du patient pour augmenter le degré d'adhésion du patient à son traitement. Et l'innovation organisationnelle, ça peut être aussi un vecteur d'innovation important pour les usagers, pour les patients qui viennent à l'hôpital, pour leur entourage. L'innovation organisationnelle, c'est par exemple offrir une possibilité de communication facilitée
à un entourage qui souhaite avoir des nouvelles d'un proche qui vient de subir une opération. Et par exemple, lundi, j'assiste à une thèse d'un interne sur ce type d'innovation. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une recherche clinique, c'est vraiment de l'innovation dans l'amélioration. Et si on devait presque simplifier à l'extrême la définition de l'innovation, c'est celle de l'adaptation. C'est l'adaptation permanente, de se poser en permanence des questions. Comment on sort du cadre, comment on sort de la routine. Et ça, c'est clairement le rôle de tous les professionnels. Il y avait un médecin, un pédiatre américain qui avait dit un jour, on a 2 métiers. On a le métier, celui de sa spécialité, et le deuxième, c'est celui d'améliorer son métier. Et améliorer son métier, c'est être dans l'innovation. Mais alors, c'est pas répandu partout, c'est pas généralisé. Qu'est-ce qui se passe si on n'innove pas à l'hôpital? Alors, si on n'innove pas à l'hôpital, on risque d'être non performant, non pertinent dans ce qu'on offre aux patients, puisque l'obligation, y compris l'obligation déontologique, c'est d'apporter les meilleures pratiques en fonction de l'état des connaissances, de l'état de la science. Si on n'innove pas, ça veut dire qu'on peut rester sur des techniques qui sont des techniques inadaptées, voire des techniques qui sont considérées aujourd'hui comme dangereuses. Donc l'innovation, ce n'est pas uniquement le nouveau au niveau mondial, ça peut être le nouveau dans votre établissement. Le nouveau dans votre établissement, par exemple, si vous avez des établissements qui ne pratiquent pas certains types de gestes chirurgicaux alors que c'est devenu le standard, ils sont à côté. Ils n'ont pas innové localement. Donc l'innovation de haute volée, elle est plutôt dans les CHU, elle peut être dans d'autres grandes structures, mais elle est majoritairement dans les CHU. Mais il y a une innovation du quotidien qui est permise et souhaitable dans d'autres lieux que les CHU. Enguerrand, je vous ai entendu dire disparaître dans les risques si l'hôpital n'innove plus. Est-ce qu'à moyen terme, est-ce que l'hôpital deviendrait un vieil outil obsolète? Alors ça dépend des établissements. Les CHU, on va dire, ont un statut peut-être particulier, mais sur des centres hospitaliers non universitaires, il y a une concurrence qui est très forte, avec certaines cliniques privées ou des choses comme ça. Et oui, on voit que sur certaines activités, elles peuvent disparaître de l'hôpital public et être reprises par l'hôpital privé. Donc innover, c'est s'adapter, et s'adapter, c'est le seul moyen de ne pas disparaître. Donc, Et alors, quels sont les leviers? Comment peut-on, stimuler ou dynamiser l'innovation au sein du CHU? Alors, je dirais que le format même du cursus de formation et des carrières au CHU pousse à l'innovation. Les jeunes particulièrement sont amenés à se former par la recherche, se former à l'évaluation, et donc sont aussi amenés à se poser des questions de pourquoi on fait les choses, et pourquoi on devrait peut-être les faire autrement. Ça, c'est déjà une culture. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une culture scientifique et une culture de l'amélioration continue, il ne peut pas y avoir d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps se confronter à des données qui sont celles données de la pratique que vous exercez dans votre établissement, mais aussi à des données qui sont connues mondialement maintenant. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Donc, à partir de l'analyse des publications, vous pouvez vous poser la question, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas testé autre chose ailleurs? Est-ce qu'on peut améliorer le procédé qui a été inventé ailleurs? C'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, le premier facteur clé de succès, c'est le fait qu'on est dans une structure de formation par les soins, une formation par la recherche, une formation par l'évaluation et une formation par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue d'équipe sur est-ce que l'on fait bien les choses. Ça, je crois que c'est la culture de base, le socle, la connaissance. Après, l'institution comme la nôtre, à Montpellier, elle doit créer des conditions favorables à ce qu'on aille un petit peu plus loin. Je prends un exemple pour faire court. En 2016, il m'a été proposé à mon arrivée de créer un extracteur d'innovation. Cet extracteur d'innovation, c'est une belle idée et une petite chose en termes de moyens au départ, qui était de dire, mais nos professionnels ont des idées,
La plupart du temps, il les expose à des industriels qui fréquentent les services. Ces idées peuvent être récupérées par ces industriels et ne passent plus par le circuit de l'hôpital. L'idée que l'on avait, c'est de dire, vous avez une idée, on va tester sa validité en termes d'amélioration du service rendu, et on va tester sa validité pour éventuellement créer une entreprise. Là, je parle beaucoup de mon quotidien, mais c'est mon quotidien, l'innovation. Ce matin, j'ai lu un compte-rendu sur un programme qui s'appelle Adaltus. Et Adaltus, c'est un programme support numérique pour améliorer la formation des infirmières qui sont en stage et qui viennent des écoles d'infirmières, pour que l'ensemble de l'équipe paramédicale soit autour du stagiaire. C'est de l'innovation. Ça a été accompagné par l'extracteur d'innovation et on a testé la validité, y compris du modèle économique, et est-ce que ça va pouvoir déboucher sur une création d'entreprise et donc d'emplois. Et est-ce que ça agit pas aussi un peu comme stimulant, ça, sur le personnel directement du CHU ? Alors, c'est sûr que l'innovation, elle a tout un tas d'effets collatéraux. Et bien évidemment, s'améliorer, résoudre ses propres problèmes, parce que la plupart des innovateurs, c'est leurs propres problèmes auxquels ils s'attaquent. Et puis, l'établissement de santé, il a aussi un positionnement qui est très particulier vis-à-vis de l'innovation, parce qu'il en est client, il en utilise, il en est l'évaluateur quand on fait de la recherche clinique, ou même quand on fait des tests utilisateurs ou des choses comme ça. Et puis, il en est créateur. Il faut du coup gérer tout ça, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir un professionnel de santé qui va avoir une bonne idée, mais vous savez qu'il faut derrière une très grosse industrie pour le porter, et donc c'est comment on noue en fait des partenariats, parce que sinon vous allez en fait le frustrer si vous n'êtes pas capable de l'accompagner, et si vous le frustrez il peut aller jusqu'à partir, et aujourd'hui on sait que l'attractivité en fait des établissements elle est extrêmement précieuse, et puis il y a, bien évidemment, si vous lui permettez pas non plus de faire de son côté, si vous ne travaillez qu'avec des industriels que vous ne faites pas en local aussi, ça peut être extrêmement délétère. Donc ce rôle particulier entre je suis producteur d'innovation, mais je suis également client des innovations des autres, et au milieu de tout ça, c'est moi qui évalue à peu près toutes les innovations, ça c'est un rôle un peu d'équilibriste à jouer pour la direction de l'établissement, qui est très particulier. Mais c'est vrai que les établissements qui aujourd'hui pilotent leur innovation, la décorrèlent plus ou moins fortement de la recherche, parce que dès qu'on fait de l'innovation médicale, bien évidemment, on est obligé de faire de la recherche clinique. Mais par exemple, si on fait de l'innovation, on va dire un peu plus low-tech, avec des secrétaires médicales qui repensent leur organisation, on était intervenus, nous dans un établissement de santé mentale, ils avaient un temps de première prise en charge de 2 mois. C'est-à-dire entre le moment où la personne, en fait, elle appelle, et le moment où, pour la première fois, elle voit un médecin, il se passait 2 mois. Et en plus, c'était sur des pathologies mentales. Donc imaginez les gens, au bout de 2 mois, dans quel état ils arrivaient, s'ils arrivaient. Et l'établissement nous sollicite pour qu'on les accompagne et qu'on trouve une solution innovante à leurs problèmes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en fait avec 5 infirmières et 3 secrétaires médicales. Donc l'équipe que probablement personne n'aurait pris. D'ailleurs, l'établissement nous a dit, vous êtes sûr ? Il n'y a aucun directeur, il n'y a aucun médecin dedans. Est-ce que vous êtes sûr que cette équipe va être en capacité de... Et en fait, ils ont fait passer le temps de première prise en charge de 64 jours à la demi-journée suivante. C'est-à-dire, vous appelez le matin, vous venez l'après-midi, vous appelez l'après-midi, vous venez le lendemain matin. Il y a une des infirmières qui m'a dit, Monsieur Abranche, je ne savais pas que je pouvais innover. Et donc, ça, c'est un des effets très intéressants de l'innovation, parce que derrière, le secrétaire général de l'établissement m'a dit, aujourd'hui, en fait, ils se sont tous mis en amélioration continue, parce qu'ils se sont dit, si ces 8 collègues-là, elles ont réussi à faire ça, moi aussi, je peux le faire, et ça a créé une dynamique d'amélioration, en fait, au sein de l'établissement, et ça crée bien évidemment une ambiance qui est bien meilleure, parce que j'ai l'impression aussi de mener la barque, c'est-à-dire je ne suis pas un directeur aveuglément et on ne sait pas où on va, ça peut être le cas de certaines organisations, j'allais dire hôpitaux, mais de certaines organisations de manière générale. Là, le terrain conduit aussi la barque, alors bien évidemment, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, et donc derrière, il faut qu'il y ait un pilotage de tout ça, mais ça a des effets collatéraux, et notamment sur l'énergie que mettent les gens, l'implication que mettent les gens et l'attractivité des établissements qui est extrêmement forte. On a envie de savoir quel est le tour de passe-passe. Comment vous avez fait pour réduire d'autant ? En fait, il y avait plein d'incohérences et on a tout simplement géré le bon sens. Ouais. En fait, il y avait plein de gens qui voulaient être dans ce parcours, qui n'avaient rien à y faire.
Il y avait des gens qui, voilà, c'était un peu leur précaré, alors il faut me le laisser. Il n'y avait pas de digitalisation et on a pu réduire le temps de 30% par la mise en place d'un outil, mais 30% c'était pas suffisant, il y avait encore beaucoup de temps. Donc il y a eu 7 chantiers qui ont été menés, il n'y avait pas une solution miracle, ça a été 7 chantiers qui ont été menés en parallèle, qui ont été déployés sur un an, et au bout d'un an, avec ces 7 chantiers, en fait, on avait ce temps-là. Donc voilà, l'innovation, ce n'est pas non plus toujours la solution facile. Il n'y a pas toujours de solution unique. Il y a plusieurs façons d'atteindre les mêmes objectifs avec des performances et des coûts pour y arriver qui sont différents. Et ça aussi, ça peut se piloter. Et alors justement, vous avez besoin de concordance, j'imagine, quand vous pilotez comme ça et qu'il y a plusieurs actions à mener. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez des intervenants extérieurs? Alors, l'innovation, Thomas Leludec en a parlé, c'est très souvent quand même écosystémique. Ouais. Ça ne se fait pas forcément seul, on a besoin de beaucoup de partenaires. Alors paradoxalement, l'hôpital est un écosystème très riche en tant que tel. Il y a 241 métiers à l'hôpital, donc il y a plein de gens qui savent faire plein de choses que tout un tas d'autres ne savent pas faire. Et ça aussi, c'est difficile à piloter, parce que parfois, vous allez prendre un prestataire extérieur alors qu'il y avait quelqu'un au sein de l'établissement qui savait le faire, donc il va un peu se sentir dévalorisé. Donc, recenser aussi les compétences professionnelles et non professionnelles des collaborateurs, c'est important. Mais après, il y a plein de choses, bien évidemment, qui ne sont pas en interne. Alors, de certains établissements, si, mais de beaucoup d'établissements, non. Je pense notamment au design ou à la data science ou des choses comme ça. Et donc, là, il faut s'associer avec des laboratoires de recherche, avec des écoles d'ingénieurs, avec des écoles de design, avec des partenaires industriels qui vont nous aider à faire. Mais par essence, oui, plus votre écosystème est riche, plus vous avez de compétences à disposition, plus vous pouvez faire tout type d'innovation et trouver la meilleure approche pour résoudre votre problème. Mais en fait, un CHU, c'est une ville, hein, c'est 241 métiers, et chacun a sa spécificité, ou est-ce qu'on peut appliquer la même recette un peu partout? Est-ce qu'on peut faire école? Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais c'est un peu oui et non. Je pense qu'on peut faire école sur un certain nombre de méthodes, mais les situations que l'on veut améliorer peuvent varier d'un établissement à l'autre. Alors, par exemple, au début de l'année, nous avons créé une mission innovation organisationnelle, mais qui est centrée sur l'expérience du patient et l'expérience du professionnel, la rencontre des deux. Vous posiez la question à l'instant de savoir comment on fait, quelle est la recette pour y procéder. Je pense que dans l'innovation, un élément très important qui est un moteur, c'est le regard du patient. C'est vrai qu'il y a 20 ou 25 ans, même moins, le regard du patient n'était pas forcément pris en compte. On pensait pour le patient, mais pas avec le patient. La pensée avec le patient est en train de modifier la manière de travailler. Et c'est une culture, là aussi. Et nous sommes en train de faire en sorte de l'infuser. Et que l'on voit comment des panels de patients peuvent travailler avec des panels de professionnels pour se dire, voilà, on a les locaux que l'on a, ils ne sont pas formidables, ils ne sont pas très agréables. Comment on peut les améliorer ensemble? Quel est votre vécu, vous, patient, la manière dont vous avez vécu la salle d'attente? La plupart du temps, les salles d'attente, elles sont moches, elles sont tristes, elles sont surpeuplées. Voilà. Et on a l'immense désagrément d'y passer beaucoup de temps et d'avoir le sentiment d'y perdre son temps. Comment on peut mettre de l'innovation pour gérer l'attente? Qui soit une attente, qui ne soit pas forcément dans une salle d'attente. Quels sont les services que l'on peut rendre pendant ce temps, entre guillemets, mort, et le rendre vivant en attendant d'avoir le rendez-vous que l'on souhaite. Ben, vous voyez, ça c'est une approche innovante. C'est une approche innovante qui pose, voilà, comme principe de base, le dialogue entre l'expérience des patients et l'expérience des professionnels et la réponse que l'institution peut apporter. Alors, il y a des établissements qui le font. Il y a des établissements comme le mien où en fait c'est pas une génération spontanée. Lorsque la directrice qui s'intéressait à ce sujet est venue me voir il y a 2 ans pour me dire voilà, j'ai envie de faire une formation au design, je lui ai dit d'accord, mais elle n'a d'intérêt votre formation que si elle a une traduction opérationnelle pour les gens qui travaillent avec nous. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement de votre formation. Donc 1 an et demi de formation, création de cette mission, programme de travail annuel. Et vous voyez, l'innovation, on est en train de travailler avec un partenaire occitan d'ailleurs sur ce qu'on appelle, dans un jargon qui n'est pas très, très agréable, un portail patient. Donc ce portail patient, soit vous faites une interface
simple, entre guillemets, voilà, c'est une manière d'entrer dans le monde de l'hôpital, soit au contraire, vous faites une interface qui est interactive et qui permet au patient de préparer son rendez-vous, d'envoyer des documents, d'être dans une interactivité. C'est quoi? C'est une appli? C'est un site? Ça peut être une appli dans sa traduction, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone, mais vous pouvez également le faire sur votre ordinateur. Mais je dirais que ça, c'est l'aboutissement. Donc là, on n'en est pas encore là, mais ça doit être la traduction d'une autre manière de fonctionner avec le patient et son entourage. J'insiste beaucoup sur l'entourage parce qu'il y a à peu près 8 à 10 millions de Français qui sont des aidants, ce qu'on appelle des aidants naturels au quotidien, de personnes qui ont des problèmes de santé ou qui avancent en âge. Cette manière de voir les choses en se disant, on se décentre un petit peu et on regarde comment on peut améliorer le système pour qu'on ne soit pas passif. Parce qu'en fait, on a conçu les hôpitaux, le patient est patient. Donc, on le met dans un statut passif. Si tout le monde se met à s'écouter davantage, on sera dans une interactivité. Et là, on est au cœur de l'innovation de maintenant et de demain. Oui, c'est presque un utilisateur. Le patient sera un utilisateur de l'hôpital. En fait, on est passé, comme tu disais, il y a 25 ans, on était sur le patient institutionnalisé, et maintenant, on a un client autonome. Donc, bien évidemment, on ne le gère pas de la même manière. C'est là l'intérêt de faire de l'innovation, c'est qu'on va adapter en fait ce parcours patient. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous venez à l'hôpital, on va dire que la qualité et la sécurité des soins, c'est le minimum requis. Mais c'est plus satisfaisant. C'est plus uniquement, voilà, je me suis bien fait opérer, très bien. Et puis en plus, typiquement, est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre je me suis bien fait opérer, je me suis très très bien fait opérer ou parfaitement opéré? Non, du moment qu'il n'y a pas de problème, vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'intérieur, vous n'avez pas d'image, même si des solutions innovantes maintenant permettent d'avoir des images de votre opération. Et donc vous allez juger en fait votre parcours sur tout un tas d'autres choses. Est-ce que j'ai eu le bon niveau d'information ? Est-ce que la nourriture était bonne, le niveau de literie? Est-ce que le personnel était agréable? Enfin, tout un tas de choses qui peuvent paraître subjectives parce qu'on se dit, attendez, on l'a super bien opéré alors qu'il allait mourir et il n'est pas content sur cet aspect-là. Oui, mais il reste humain, il vit tout un tas d'autres expériences et aujourd'hui, ça, bien évidemment, on doit aussi le considérer. Mais pas tomber non plus dans la dictature du client qui réclame toujours parce que la purée n'est pas assez salée. Alors, c'est pour ça que moi, je n'emploierai jamais le terme client. Bon, moi, j'emploie le terme personne. Et une personne est autonome, ça fait partie de sa dignité. Et je pense que je crois que la manière dont on aborde les choses aujourd'hui, c'est plutôt le prolongement d'une vision, voilà, on va qualifier peut-être pompeusement d'humaniste. Et sauf qu'on met, des techniques, des méthodes, des outils à notre disposition pour changer la relation avec le patient. Sur un autre plan, ce qui est très intéressant aussi, et c'est le lien avec la recherche, c'est que dans un établissement comme le nôtre, on inclut bon an mal an entre 6 000 et 7 000 patients, on les associe dans une recherche clinique. C'est énorme quand on regarde 6 000 à 7 000 personnes qui sont volontaires pour faire progresser la science. Et je pense que ça aussi, c'est une spécificité de l'hôpital, et je pense que associer de plus en plus les patients, les représentants d'usagers, même à notre stratégie recherche, ce serait une innovation. Parce que les besoins vus du sachant, du professeur, c'est une chose, mais les besoins vus du point de vue du patient et de l'usager, c'en est une autre. Si vous prenez le secteur de la gériatrie, par exemple, on ne peut pas faire l'économie d'un regard patient et entourage. Et c'est ce qui fera de plus en plus progresser les stratégies de prise en charge, les stratégies de prévention primaire ou secondaire pour ralentir le vieillissement. Et comment s'organise tout ça aujourd'hui avec ce qu'on appelle un petit peu la crise des hôpitaux? Est-ce que ça accélère ou est-ce que c'est... Alors, les effets sont toujours paradoxaux. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, on a innové. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire pendant la crise sanitaire. Par exemple, de la téléconsultation en psychiatrie. La première fois qu'on en a discuté avec les psychiatres, on se disait, oula, est-ce qu'ils vont bien accepter? Ils s'y sont mis.
Et on a fait une évaluation, alors très, très, très simple, hein, en leur demandant comment vous avez vécu ça. Et ils nous ont dit des choses qu'on ne s'attendait pas à entendre. C'est qu'en fait, en ayant le patient accompagné et avec la vision de la personne qui était en permanence avec le patient chez lui, eh bien, il se disait autre chose dans la consultation et c'était très riche pour les stratégies de prise en charge. Donc, il est possible d'innover pendant une crise. Alors aujourd'hui, on est amené à vivre, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Aujourd'hui, c'est la crise de la démographie des professionnels. Donc, nous sommes sur un marché de l'emploi qui est durablement déstabilisé. Je ne vais pas vous faire un cours de sociologie de l'emploi, hein, mais qui est durablement déstabilisé. Et justement, ça pousse aussi à se poser des questions différentes sur la manière de travailler. Nous, notre spécificité, c'est que le télétravail en dehors des secteurs administratifs, il n'existe pas. Vous ne connaîtrez jamais d'infirmière en télétravail. Ou alors elle est experte dans un domaine très, 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 très pointu. Mais ce sont des sujets nouveaux qui vont devoir se mettre en place. Et je pense aussi qu'on vit une crise énergétique. Comme les collectivités territoriales, on va voir nos factures d'énergie exploser l'année prochaine. Eh bien, il faut se poser la question de l'évitabilité d'une consultation. Est-ce qu'on peut faire les choses davantage à distance sans dégrader la prise en charge, mais plutôt même en l'améliorant? Donc, je pense que les situations de crise peuvent pousser aussi à l'innovation. Oui, en fait, c'est propice même, parce que l'étape la plus compliquée quand on innove, c'est le management du changement. À partir du moment où vous faites quelque chose de différent, il faut que les gens acceptent cette nouvelle situation. Et pour que les gens en fait, acceptent cette nouvelle situation, vous avez deux choses à gérer. La première, c'est la motivation à changer. Donc m'expliquer que le futur que vous me proposez, il est mieux que le présent que j'ai actuellement. Et puis le deuxième, c'est une expression un peu barbare, c'est la capacitation perçue. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir l'impression de maîtriser le futur que vous me proposez? Par exemple, aujourd'hui, je fais tout à la main, puis vous me proposez un outil digital, et je déteste le digital, je ne sais pas du tout gérer ça. Forcément, je vais avoir une crainte, je vais avoir une réticence, je ne vais pas changer. Et en fait, il y a tout un tas de stratégies qui existent pour agir sur ces deux facteurs, et on appelle ça le cycle de Porter, notamment. Et la première étape, c'est créer l'urgence. En fait, mettre les gens dans une situation où on n'a pas le choix. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, de toute manière, il faut changer. Et une crise, c'est ça. Une crise, elle vous met dans une situation d'urgence. Donc une crise, elle est plutôt propice en fait à la transformation et au changement des pratiques. Aujourd'hui, si on fait un recul sur la crise Covid, ça a eu des transformations sur les organisations, sur les métiers, sur les relations, sur tout un tas de choses. Ça a fait gagner des décennies à certaines technologies, à certaines entreprises et tout ça. Avant, il y avait quelques réunions Skype qu'on faisait, tout ça. Maintenant, la plupart des réunions, quand vous n'êtes pas présent physiquement au même endroit, tout de suite, c'est hop, on ne se déplace plus, on fait un truc avec Teams, Zoom, tout ça, toutes les plateformes. C'était des choses qui n'existaient pas. La téléconsultation a explosé. Je crois qu'avant la crise Covid, c'était moins de 100 000 téléconsultations, et avec la crise Covid, on a dépassé la barre des millions. Donc vous voyez, c'est un élément en fait, qui vous met dans une insécurité, dans un sentiment d'urgence et de changement, et ça, c'est ultra propice à l'innovation. Et ça les a quand même un petit peu mis sous pression au niveau individuel, non, dans les hôpitaux? Oui, mais la pression, elle a été énorme, mais surtout, je pense qu'il y a eu là, on sort du sujet, mais il y a une sorte de révision des choix individuels. Ça a marqué toute la population. L'énoncé quotidien du nombre de morts a marqué beaucoup les gens. L'ambiance particulière d'être tous masqués, on est encore masqués au CHU de Montpellier. Donc c'est vrai que c'est une barrière de communication qui est difficile à assumer. Donc il y a plein de contraintes, ça c'est clair. Là où il faut essayer de rester positif, je lisais une étude là, qui vient de sortir sur la fidélisation des professionnels de santé, et on voit que selon les secteurs, il y a une fidélisation qui est plus ou moins grande, et à ma grande surprise, je pensais que les chiffres ne seraient pas ceux-là, et il y a de meilleurs chiffres pour l'hôpital public que pour l'hôpital privé, contrairement à ce qu'on pense.
Alors, en termes de fidélisation, c'est-à-dire la durée de vie professionnelle d'une infirmière, par exemple, dans un établissement. Il y a un des facteurs importants, il y a 2 facteurs qui paraissent très importants pour la fidélisation. Il y a les contraintes de travail. À l'hôpital public, en tout cas, il y a énormément de contraintes de travail de nuit et de week-end, du fait de la nature des activités complexes que nous assurons. Mais il y a un autre élément qui est très important, c'est soit, alors je vais le mettre en positif, le sentiment de bien exercer son travail, le sentiment du travail bien fait à la fin de la journée. C'est extrêmement important. Quand on a le sentiment de mal faire son travail, on perd le sens et on se démotive. Et c'est là où on peut revenir à la recherche et à l'innovation. C'est que l'innovation, si elle vous pousse à dire on va améliorer notre travail ensemble, il y a un sentiment de force de l'équipe, d'encadrement qui rend très 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 solide. Et il y a des équipes, et dans un établissement aussi grand que le CHU avec 12 000 collaborateurs, vous pouvez imaginer qu'il y a le plus difficile va côtoyer le meilleur. Et dans le meilleur, le facteur d'équipe, avec cet entraînement, cette force d'entraînement, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer aujourd'hui et comment on va être mieux dans nos baskets, parce qu'à la fin de la journée, on aura le sentiment d'avoir bien fait son travail et d'avoir fait un travail de qualité. Ça, c'est extrêmement fort. Et en règle générale, dans ces secteurs-là, nous arrivons à conserver et à bien conserver nos collaborateurs. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on n'avait pas envisagé que tout le monde puisse autant gagner avec l'innovation, je veux dire, de tous les bords. C'était effectivement passionnant. Donc je propose de prendre quelques questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Peut-être, Monsieur Abran, avant de prendre une première question, on parle du CHU de Montpellier et c'est formidable et on sait qu'il est exemplaire depuis longtemps, mais est-ce que vous avez aussi des demandes ou est-ce que vous accompagnez des hôpitaux plus petits? Est-ce que finalement l'innovation, ça peut se mettre en place dans n'importe quel établissement hospitalier, même s'il n'a pas une activité de recherche et d'enseignement? Comme on l'a dit, c'est la gestion de l'amélioration continue. Donc nous-mêmes, on encourage, en fait, on fait des programmes d'évangélisation, si on peut utiliser le terme, pour justement que les gens se mettent à faire de l'innovation. Alors Montpellier a été vraiment l'un des premiers à faire ce qu'ils font, à avoir vraiment une équipe, des compétences dédiées, des outils dédiés, toutes ces choses-là. Il y a les hospices civils de Lyon qui s'y sont mis, il y a Brest, il y a les hôpitaux parisiens, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il y en a quelques-uns qui s'y mettent post-crise, Nantes, Bordeaux, tout ça. Et puis, il y a des centres hospitaliers non universitaires aussi, bien évidemment, qui nous sollicitent. Et alors, ils ont toujours cette première question, est-ce qu'on doit commencer par faire de la recherche si on veut faire de l'innovation? La réponse est non. Ce n'est pas les mêmes méthodologies. Mais après, c'est vrai, comme M. Lelydec l'a dit, la recherche, ça apporte une culture. Ça apporte une culture du questionnement, de la remise en question. Et ça, c'est très favorable à l'innovation. Mais par contre, les méthodologies, les outils et les objectifs de l'innovation, vous pouvez le faire sans faire de la recherche. Donc les établissements non universitaires, de plus petite taille, bien évidemment, peuvent faire de l'innovation. Merci beaucoup. Alors, pas de questions? Madame, ici. Oui. Madame, au deuxième rang. Bonjour. Vous avez parlé de l'innovation et c'est bien heureux concernant notamment les malades psychiatriques. Alors moi, je fais partie des malades chroniques qui sont censés être suivis à l'hôpital. Et en ce moment, je me pose la question si je ne dois pas plutôt me tourner vers le privé parce que mes derniers rendez-vous ont été remis à plus tard. À chaque fois, c'est 6 mois, puis 3 mois, et j'en suis à 1 an et demi sans suivi. Donc, est-ce que dans l'innovation que vous proposez, vous pouvez les transposer ou vous pensez les transposer dans les autres domaines que la psychiatrie? Ou est-ce que, bon, disons que pendant la période Covid, c'était compréhensible, mais maintenant, je ne comprends pas trop. Alors, la période Covid a généré un retard généralisé de toutes les disciplines qui fait que ce retard, il faut le récupérer tout en ayant l'activité classique d'une année.
Donc c'est pour ça que vous avez été décalé, bien évidemment. Donc c'est très contextuel en fait à la crise Covid. Et après sur la psychiatrie, bien évidemment, il y a plein d'innovations. Mais de toute manière, que ça soit le public ou le privé, chacun a pris sa charge du Covid. Alors bien évidemment plus dans le public, et c'est malheureux ce qui vous arrive. Je ne sais pas si là c'est l'innovation qui vous apportera une solution, mais en tout cas la situation va s'améliorer. Voilà, on voit que la gestion de la crise Covid avance et il va falloir rattraper toute l'activité. Et donc si vous avez été décalé, ça n'a pas été fait comme ça, sans concertation bien évidemment de vos équipes médicales, c'est parce qu'ils ont évalué que votre situation en fait pouvait être décalée par rapport à d'autres qui sont peut-être plus prioritaires parce que dans un état, on va dire, plus avancé ou tout ça. Et puis par ailleurs, la crise Covid elle-même, en fait, a généré des problématiques de santé mentale. Nous, on a étudié, en fait, avec le CNRS, l'INSERM, Santé publique France et tout ça, l'impact, en fait, de la crise Covid et du confinement sur la santé mentale des populations, avec notamment 2 populations, les familles avec enfants de 9 à 16 ans et les populations étudiantes. Donc les familles avec enfants ont été relativement protégées, avec quand même des enfants touchés à partir de 15-16 ans. Par contre, les populations étudiantes, il y a 19% aujourd'hui de la population étudiante qui a développé une pathologie mentale à long terme, alors allant du trouble anxieux à la conduite suicidaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'ensemble des services d'urgence psychiatrique sur le territoire sont saturés, parce qu'on a dû décaler, bien évidemment, les prises en charge, parce qu'on s'est focalisé en fait sur le Covid, parce que le Covid avait cette particularité, si vous voulez, d'emboliser le système de santé. C'est ça en fait la spécificité du Covid par rapport à la grippe ou à d'autres choses comme ça, c'est qu'en fait il embolisait le système de santé. Et puis en plus, bien évidemment, cette situation de crise a généré notamment des troubles mentaux supplémentaires qui n'existaient pas avant, ce qui a fait que voilà, aujourd'hui il y a des retards, et notamment dans le domaine de la psychiatrie. Oui, alors d'abord merci pour votre témoignage, parce que c'est effectivement des problèmes quotidiens que nous rencontrons. Là encore une fois, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que il y a eu des choix très forts et très positifs des pouvoirs publics, y compris pour la santé mentale. J'en prends un qui est la création du 3114, qui est le numéro d'urgence pour la prévention du suicide. Nous avons été très moteur au CHU de Montpellier pour créer le 3114, et nous pilotons le 3114 pour une énorme région qui fait une grande partie du sud de la France, y compris des régions qui n'étaient pas prévues que nous prenions en compte. Donc on a mis des moyens, on a recruté des gens pour le faire, et on a réussi à ouvrir ça à l'automne dernier, il y a 1 an. Et en même temps, nous avons la situation que vous vivez. C'est-à-dire qu'on a un problème de ressources. Ce qui était assez nouveau, c'est que voilà, il y a une unité, il faut dire les choses, hein, une unité au CHU de Montpellier, où nous manquons de 2 ou 3 psychiatres. Ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps au CHU de Montpellier. On est attractif en psychiatrie au CHU de Montpellier. Alors pourquoi ? Parce que vous avez des faisceaux de circonstances, il y a des gens qui font des mobilités, parce que le conjoint doit faire une mobilité, il y a des tas de raisons pour cela. Et c'est là qu'aujourd'hui, la crise Covid, il y a un effet de réplique comme dans un séisme. C'est une vraie réplique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la réplique, c'est la crise démographique des professionnels de santé. On va mettre un certain temps à la corriger, parce qu'une crise révèle des forces, mais elle révèle aussi des faiblesses préexistantes. Et dans les faiblesses préexistantes, il y a clairement le fait qu'on n'a pas vu ou pas voulu voir, je ne sais pas, le fait que le temps médical ou le temps soignant de 2022 n'égale pas le temps soignant ou médical de 1972, au moment où on a créé le numerus clausus. Il faut plus de médecins pour assurer le même temps médical aujourd'hui. Parce qu'on travaillait trop à une certaine époque, et aujourd'hui, il y a des choix de vie qui sont différents. Donc, on n'a pas anticipé suffisamment le rythme de formation des professionnels de santé, parce qu'il y avait ce foutu numerus clausus qui n'a été supprimé qu'à l'annonce du président de la République, donc Emmanuel Macron, en septembre 2018. Il a été instauré à partir de 1972.
Donc il y a une inertie énorme, et clairement, et c'est ce qui nous pose problème. Donc il faudra trouver des solutions. Ces solutions, elles peuvent être dans des innovations, et je reboucle. Les innovations, c'est les nouveaux métiers. Des gens qui viennent en appui des médecins pour offrir des réponses à ces difficultés qui sont malheureusement dont les patients subissent les conséquences. Et puis la notion de patient partenaire, les Québécois travaillent beaucoup autour du patient, et sur les pathologies chroniques, en fait, en France, je vais un peu caricaturer, mais c'est pour que vous compreniez, un diabétique, c'est comme quelqu'un qui se casse la jambe toutes les semaines. En fait, on va traiter comme plein de fois un patient aigu. Et au Québec, ils ont eu une autre approche. Ils ont étudié en fait comment le patient en fait prenait soin de sa santé, et surtout qui prenait soin de sa santé. Et il y a un chiffre en fait qui a construit toute leur démarche. Un patient chronique, il passe à peu près une 50aine d'heures avec ses professionnels de santé par an, et il passe 6250 heures en moyenne à s'occuper de lui-même. Donc en fait, son premier professionnel de santé, c'est lui-même. Et donc, comment ces gens-là, on peut les autonomiser, on peut leur transférer un maximum de connaissances et de compétences pour qu'ils se gèrent par eux-mêmes quand ils le peuvent, bien évidemment. Et puis, autre chose, c'est que le transfert expérientiel, il va aussi dans l'autre sens. C'est en fait, pendant longtemps, on a formé les médecins à soigner des maladies. Et à l'Université de Montréal, ils disent, nous, on forme les médecins à soigner des malades. C'est-à-dire, je prends en compte la maladie, mais également tout le reste. Et ces patients partenaires donc c'est ce qu'on appelle le modèle de Montréal, ces patients partenaires sont une source d'information extrêmement importante, parce que si je suis diabétologue, je vais connaître le diabète, je vais connaître très bien les traitements que je vous donne, mais est-ce que je sais réellement ce que c'est que de vivre avec le diabète dans votre vie et dans la vie, même de manière générale, d'un diabétique? Pas forcément bien, et en tout cas moins bien que le patient. Et donc, ils ont mis en place des protocoles en fait, de transfert d'expérience où le patient apprend ce que c'est que de vivre avec la maladie en fait, au médecin, pour que les prises en charge elles soient aussi adaptées, qu'on ait une meilleure adhérence des traitements, et du coup on a moins de complications, et du coup les patients deviennent moins compliqués, du coup ils sont plus faciles à gérer, du coup ils peuvent se gérer eux-mêmes, et ainsi de suite. Donc sur cette crise démographique, il va falloir s'appuyer sur je dirais pas un nouvel acteur, parce que le patient a toujours été là, mais en tout cas lui donner des nouveaux rôles, et ça sera peut-être une des solutions, je dis, parce que bien évidemment ça ne va pas tout régler. Merci beaucoup, messieurs. On vous applaudit. Je sais qu'il reste des questions, mais si vous pouvez encore consacrer donc quelques minutes à notre public, donc au niveau de la galerie, je vous en remercie beaucoup. Et on se donne rendez-vous demain matin, dès 10h, pour une nouvelle journée de conférence. Et ce sera de nouveau un très très beau programme. Merci à vous tous et bonne soirée.